Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV, vidéo numéro 4 de l'histoire des Chicago Bulls. Donc on se retrouve désormais à l'été 74 où les Bulls viennent pour la première fois de leur histoire de passer un tour de playoff. Ils ont battu les Pistons au premier tour pour ensuite se prendre un sweep assez violent face à Milwaukee. Mais donc ils se disent, là, avec l'effectif qu'on a, Chet Walker a 34 ans, Bob Love, Jerry Sloan, ils ont 32 ans. euh, on n'a plus beaucoup de fenêtres de tir là. Il faut qu'on essaie de gagner un titre maintenant. Il faut qu'on donne tout maintenant sur cette saison ou la saison prochaine. Mais il faut que ça se fasse très rapidement si on veut maximiser l'effectif qu'on a. Donc ce qu'ils décident de mettre en place, c'est déjà de récupérer des intérieurs, beaucoup de pivots, en se disant si jamais on retourne en playoff face à Milwaukee, face à Karim Abdul-Jabbar, on aura de quoi lui opposer un peu plus de résistance. Donc ils draftent Maurice Lucas, mais lui, il va préférer partir jouer en ABA. On en reparlera plus tard de lui. Ils prennent également Clifford Pondexter à la draft. Cliff Pondexter, mais à cause d'une grosse blessure, il va manquer toute cette saison-là. Il va être blessé toute son année rookie. Donc il monte un trade le soir de la draft pour récupérer un autre intérieur qui s'appelle Mickey Johnson, qui en plus lui est natif de Chicago. Donc je dis ça peut également jouer un peu sur la fibre locale, ça peut être sympa. Mais bon, le gros mouvement, évidemment, c'est l'arrivée de Nate Thurmond des Golden State Warriors, intérieur ultra réputé en NBA. Ça fait plus de 10 ans qu'il bataille tous les soirs face à Will Chamberlain, face à Abdul-Jabbar, face à tout le monde, enfin bref. Et il leur donne énormément de fil à retordre. Donc même si lui, pareil, un peu comme les autres, il est quand même déjà assez âgé, il arrive à Chicago à 33 ans, ça représente un joueur d'envergure en poste de pivot pour essayer, voilà, comme disait, les Bulls sont sur cette optique de, voilà, faut gagner maintenant, donc c'est un petit peu le tout pour le tout, mais pourquoi pas. D'autant que dès le premier match de la saison, Chicago reçoit Atlanta et Nate Thurmond, il claque un quadruple-double. Le tout premier de l'histoire de la NBA en plus. Truc improbable, quoi. 22 points, 14 rebonds, 13 passes, 12 contre. D'ailleurs, 12 contre, c'est toujours le record aux Chicago Bulls, personne n'a fait mieux. Noah s'est approché une année, mais ça reste la propriété de Nate Thurmond. Donc une victoire face à Atlanta pour débuter en prolongation grâce à cette stat phénoménale, un quadruple-double. Et le truc, c'est que même lui, il disait qu'il n'était pas plus surpris que ça et que d'après lui, il y en a déjà eu plein dans l'histoire de la NBA, mais comme ça fait à peine plus d'un an que la NBA comptabilise les interceptions et les contres, voilà, les années précédentes, même il dit j'aurais pu en faire plein. Will Chamberlain, Lou Alcindor, parce que c'est encore Lou Alcindor à ce moment-là, et pas encore Karim Abdul-Jabbar, ils auraient pu en faire plein aussi, même Bill Russell, je suis sûr, il en a fait plein, mais comme les contres et les interceptions n'étaient pas comptabilisées à l'époque, bon, bah, on peut pas vraiment savoir. Donc victoire des Bulls sur ce premier match, disputé sans Bob Love ni Norm Van Leer, parce que les deux sont en renégociation de contrat avec les Bulls, et ça se passe pas terrible. Donc du coup ils disent, ben voilà, tant qu'on n'a pas de nouveau contrat, nous on joue pas. Donc voilà, on se met de côté, on fait la grève, et voilà, on attend un nouveau contrat. Donc ils vont finir par revenir, mais la saison aura déjà commencé depuis quelques semaines. Van Leer va revenir dans le groupe mi-novembre, et Bob Love va revenir fin novembre, et c'est une fois que les deux vont revenir que les Bulls vont un petit peu plus décoller, parce qu'au début c'était un petit peu compliqué. Bah, déjà t'as pas assez de joueurs là qui sont quand même des joueurs importants. Et puis c'est vrai que Nate Thurmond a un petit peu de mal à se fondre dans la manière de jouer des Bulls, parce que c'est vrai que quand Tom Boerwinkle était là, était en pleine forme, était le titulaire, voilà, on se servait beaucoup de ses qualités de passeur au poste. C'était une des armes offensives souvent utilisées par Chicago. Et Nate Thurmond, c'est pas le même style de passeur, tu vois, c'est juste plus un scoreur. Donc du coup, c'est vrai qu'il a eu un petit peu de mal à ce niveau-là pour s'adapter. D'ailleurs, au fil de la saison, Thurmond va perdre de plus en plus de minutes et d'influence au sein de l'équipe. Et Tom Boerwinkle, lui, justement, il va un petit peu plus en récupérer et retrouver une forme qu'il n'avait plus depuis pratiquement 2 saisons et ses longues blessures. Bref, une fois les retours de Bob Love et de Norm Van Leer dans l'équipe, ça va commencer à être beaucoup plus consistant et solide tous les soirs. Van Leer va mettre un match à 42 points à Seattle. Bob Love, il va enchaîner les matchs à plus de 30 points face à un petit peu toutes les défenses de la ligue. Euh, Entre janvier et février, les Bulls vont gagner 20 matchs sur 24. Donc là, ça va vraiment les booster et les relancer, parce que le début de saison était un petit peu bon,
ni figue ni raisin. Donc ça les relance beaucoup, et d'ailleurs même malgré l'absence pour la première fois de leur histoire d'un représentant au All-Star Game, bah, les Bulls finissent quand même par signer une saison, allez, assez intéressante, notamment parce qu'ils sont dans la lutte pour remporter pour la première fois un titre de division. Bon, après, ça fait pas très longtemps que les divisions existent, on en a parlé dans la vidéo précédente, mais bref. Les Bulls sont à la lutte avec Kansas City, qui a remplacé Phoenix dans la division Midwest. Phoenix qui est parti dans l'autre division de la conférence Ouest, remplacé par Kansas. Et donc cette saison-là, Chicago et Kansas sont un petit peu à la bourre pour récupérer, pour remporter la division tout simplement. Donc y a plusieurs confrontations directes au mois de mars, mais bon, voilà, Chicago gagne à domicile, Kansas gagne à domicile, donc ça ne permet pas de changer grand-chose. Et puis au final, Chicago va gagner les 4-5 derniers matchs pour justement s'offrir cette division avec un bilan final de 47 victoires, ce qui est pas... Voilà, c'est après 4 saisons de suite à plus de 50 victoires, bon, ça fait bizarre de se dire que tu remportes enfin la division quand on gagne moins de 50, en l'occurrence donc 47, mais voilà, le meilleur bilan de l'Ouest cette saison-là, c'est Golden State avec 48, donc comme quoi, hein, des fois, faut pas... Et alors, donc Chicago remporte cette division, termine à une victoire du meilleur bilan de la conférence Ouest, et en plus, ni les Lakers ni Milwaukee ne sont en playoff. Bon, voilà, au niveau de... Voilà, il y a eu la retraite de Will Chamberlain du côté des Lakers. Après, bon, Milwaukee, je sais pas trop ce qui s'est passé chez eux, mais enfin bref. Pourtant, Karim Abdul-Jabbar a joué plus de 60 matchs cette saison-là, enfin bref. Milwaukee hors des playoffs. Donc là, les Bulls se disent, bon allez, là, c'est notre année. Il n'y a pas les Bucks, il n'y a pas les Lakers qui nous ont tellement barré la route pendant des années. Cette fois-ci, c'est à nous, on doit aller chercher ce foutu titre. Et donc, ils se retrouvent, hasard, des classements, face à Kansas City pour le premier tour des playoffs. Un premier tour quand même relativement aisément expédié. 4 victoires, 2 défaites, même si, bon, les scores sont quand même assez larges en faveur des Bulls. Et puis Bob Love, il est en mission, il enchaîne les soirées à 30 points. Au game 1, il leur met 38 points, 31, 30, 34. Enfin, il les cartonne tout au long de la série. Et Nate Archibald, qui est le meneur star de Kansas City, va énormément souffrir défensivement face à Sloan et Norm Van Leer. Donc forcément, son impact va être beaucoup réduit. Et donc Chicago va s'imposer relativement aisément pour se retrouver en finale de conférence face aux Golden State Warriors. Donc drôle de retrouvailles avec Thurmond qui retrouve les Warriors d'un côté. De l'autre côté, il y a Clifford Dre qui se dit tiens, bah, puisque vous m'avez échangé, maintenant je vais vous montrer un peu ce que je sais faire. Donc il est un petit peu revanchard aussi. Et puis bon, c'est une opposition entre deux équipes bah, qui voilà, il n'y avait qu'une victoire d'écart entre les deux pendant toute la saison régulière. Donc au final, ça donne des débats assez équilibrés. Alors, malgré un 17 sur 17 au lancer franc et 37 points de Bob Love au match 1, ça solde par une défaite. Il y aura une victoire au match 2 avec cette fois Chet Walker qui fait 16 sur 16 au lancer. Il y aura une victoire au match 3. Chicago va passer devant au match 3 dans un Chicago Stadium tu vois, qui donne de la voix, etc. Avec cette fois-ci 35 points de Norm Van Leer qui fait le show. Bon, le match 4, égalisation à Chicago de Golden State, de partout. Chicago va gagner à Golden State le match 5. Et là, tu te dis, putain, il n'y a plus qu'une victoire pour aller en finale NBA. Donc le match 6 à Chicago, le stade est plein comme un œuf, ça fait un bruit de pas possible. Ils se disent, allez, cette fois-ci, c'est l'occasion ultime. Là, on gagne ce match contre Golden State, on vient de gagner chez eux, on est confiant, c'est notre année, il n'y a pas les Bucks, il n'y a pas les Lakers. Allez, on va en finale et cette fois-ci, c'est pour nous, quoi. Sauf que Golden State, il se laisse pas faire, normal, c'est normal. Golden State finit par arracher un match 6 dans une fin de match où en plus, alors que c'est pas vraiment leur spécialité, ils vont réduire les Bulls, ça pas néant, mais ils vont énormément les gêner défensivement. Les Bulls vont inscrire seulement 12 points dans le quatrième quart-temps, match 6, et c'est ce qui va leur coûter la victoire, quoi. Gros pressing défensif auquel ils ne s'attendaient pas, et du coup match 7,
à Golden State. Match décisif, donc le vainqueur évidemment va en finale. Encore une fois, Chicago est confiant parce qu'ils ont gagné le match 5 là-bas. Ils se disent, bon, on a grillé une cartouche au match 6, mais on est quand même, voilà, on est capable d'aller chercher ce match. Sauf que, donc, bon, le match est quand même encore une fois très équilibré. Et ce qui va faire pencher la balance et faire un petit peu craquer Chicago, c'est vers la fin du troisième quart-temps. Il y a une faute offensive qui est sifflée à Norm Van Leer. Et il va se plaindre vers l'arbitre. Il commence à discuter avec l'arbitre pour contester cette faute. Sauf que pendant ce temps-là, derrière lui, il y a eu un changement et il devait sortir, mais il n'a pas vu le changement parce qu'il est en train de se plaindre. Donc Jerry Sloan entre sur le parquet. Golden State fait la remise en jeu et il y a 6 joueurs des Bulls sur le parquet parce que Van Leer est toujours là en train de se plaindre. Donc les arbitres arrêtent le jeu, faute technique parce qu'il y a un joueur en plus. Ça donne des lancers francs à Golden State et ça les remet dans la partie. Et là, Chicago, bah, à ce moment-là, ça va les, 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 les perturber totalement. Même en débutant le quatrième quart-temps avec 6 points d'avance, ils vont avoir beaucoup de mal à résister aux assauts de Golden State qui se dit voilà, là ça les a marqués, ça les a minés moralement, donc on fonce, on les attaque. Et au final, ça donne une victoire de Golden State de 4 pauvres points. Donc pour 4 points, Chicago passe à ça de ses premières finales NBA, quoi. 1975. Et derrière, en plus, Golden State gagne le titre cette saison-là. Donc c'est vrai que c'est un petit peu... voilà, il y avait... Après le match 5, tout le monde s'est dit, bon, Chicago va aller en finale, quoi. Même si il y a l'occasion loupée du match 6, il y a encore le match 7, voilà, ils ont 2 balles de match. Ils ont flingué leurs 2 balles de match et du coup, ben, ils se retrouvent éliminés alors qu'ils sont passés vraiment à rien de leur première finale, tout simplement. Donc la, la déception du côté de Chicago est assez immense. Voilà, en plus, surtout, comme on le disait, avec l'effectif qui vieillit de plus en plus, la fenêtre de tir pour essayer d'aller viser un titre est vraiment réduite. Donc, du coup, ouais, c'est vrai que là, ça met un grand coup au moral de tout le monde. Et d'ailleurs, pendant l'intersaison suivante, Chet Walker annonce sa retraite. Parce que à 35 ans, il réclamait encore énormément d'argent pour un nouveau contrat et continuer. Et Dick Motta et les dirigeants lui disent non, t'es trop vieux maintenant à 35 ans, ça va, on va pas te filer. Il réclamait 200 000 dollars par saison, alors qu'il touchait déjà 165 000 par saison. Et les Bulls lui disent non, non, on peut pas te filer autant d'argent à ton âge, c'est pas. Non, non. Donc, Chet Walker décide, bah, puisque c'est ça, moi je me casse, il prend sa retraite. Donc, voilà. Jerry Sloan se blesse assez rapidement euh, dans les premiers matchs. Il se blesse au genou, il fait des rechutes, il se reblesse au genou. Au final, il va jouer que 22 matchs sur cette saison-là. Et à la fin de la saison, il annoncera sa retraite. Donc, mais bon, entre-temps, bah, les Bulls, cette saison-là, vont avoir beaucoup de difficultés pour sortir la tête de l'eau. Parce que bah, il y a, il y a cette absence de Chet Walker. Il y a Nate Thurmond qui est tradé pareil au bout de quelques matchs. Parce qu'au final, sa venue à Chicago restera comme un échec, vu que les Bulls n'ont pas réussi à gagner le titre. Donc il l'expédie à Cleveland au bout de quelques semaines de la saison 75-76. Jerry Sloan se blesse. Du coup, ça fait beaucoup de responsabilités. Alors, Bob Love à 33 ans, il ne peut pas assurer tout le scoring. Bon, il y a Norm Van Leer, etc. Mais enfin, ça fait quand même assez léger pour tenir la distance. Donc c'est vrai que c'est une saison extrêmement difficile. Il y a des séries de 17 défaites en 19 matchs assez rapidement dans la saison. Enfin bref, Chicago va sombrer dans cette saison-là et vraiment passer d'un extrême à l'autre, quoi. Parce que la saison précédente, donc il passe à ça des finales NBA. Et cette saison-là, 75-76, ils vont tout simplement terminer la saison avec le pire bilan de la ligue, 24 victoires seulement, la pire attaque, la pire adresse de la ligue. Euh, voilà, Chet Walker qui est parti, Tom Boerwickle qui est parti, Jerry Sloan qui annonce sa retraite à la fin de saison parce il y a des blessures au genou, il n'en peut plus, il a joué que 22 matchs sur la saison. Absence de playoff évidemment, avec 24 victoires tu vas pas en playoff. Donc c'est vrai que d'une saison à l'autre, là les Bulls sont vraiment passés d'un extrême à l'autre et même l'entraîneur Dick Motta jette l'éponge, il fait j'en ai marre là, j'en peux plus. Donc voilà, saison vraiment noire de la part des Bulls. Et pourtant, c'est dans cette saison qu'on retrouve la plus large victoire de l'histoire des Chicago Bulls qui battent
qui battent Portland de 56 points, 130 à 76, 14, 130-74, donc voilà, 56 points d'écart. Ça leur fait toujours du bien. Et, et voilà, ça arrive dans cette saison-là où, les Bulls ne gagnent que 24 matchs, mais voilà, il y a dans ces quelques pauvres victoires ce gros succès face à Portland. Mais bon, voilà, qui est plus anecdotique qu'autre chose parce qu'il n'aura pas servi à grand chose. Et donc, pendant l'été suivant, les Bulls donc, sont à la recherche d'un coach, mais au final, ça va pas être très long parce qu'ils décident de prendre un des assistants de Dick Motta, Ed Badger, qui était là depuis 3 ans, qui devient donc l'entraîneur principal de l'équipe. Et surtout, les Bulls vont réussir une acquisition cet été-là qui va relancer la machine un petit peu. Le fameux Artis Gilmore. Alors, ce qu'il faut expliquer qu'Artis Gilmore, c'est quand même assez invraisemblable comme histoire, ce qui lui est arrivé du côté de Chicago. Donc, ce joueur-là a été drafté par les Bulls en 1971, mais il a préféré partir dans la ligue concurrente, la ABA. Sauf que, là, en 1976, à l'été 76, cette ligue concurrente de l'NBA, l'ABA, met les clés sous la porte, il n'y a plus assez de moyens, etc. Donc il s'arrête de fonctionner. La NBA fusionne avec l'ABA et décide de prendre 4 équipes. Il dit voilà, il y a 4 équipes de l'ABA qu'on absorbe dans notre championnat NBA, mais les autres, elles disparaissent. Donc, les Indiana Pacers, les San Antonio Spurs, les Denver Nuggets, et puis pour la 4e équipe, ils sont encore hésitants entre plusieurs équipes, et les Bulls font pression envers la NBA pour dire il ne faut absolument pas que ce soit l'équipe des Kentucky Colonels, là où joue Artis Gilmore, parce qu'ils disent voilà, nous on aimerait bien, on l'a drafté en 71, on sait que les équipes qui vont être intégrées en NBA, les joueurs de ces équipes-là vont venir avec, mais les autres joueurs des autres équipes qui vont disparaître, il y aura une draft qui sera organisée pour les équipes NBA qui veulent les récupérer. Et les Bulls disent, nous on aimerait bien récupérer Gilmore, donc du coup, faut pas que son équipe continue d'exister. Donc il y a un petit peu des magouilles à ce moment-là, et du coup ce sera les New York Nets, la 4e équipe, qui sera absorbée par la NBA, donc les Kentucky Colonels disparaissent. Et donc il y a une nouvelle draft organisée, et les Bulls récupèrent une nouvelle fois. Donc pour la 2e fois, ils draftent Artis Gilmore, donc ils peuvent enfin l'avoir dans leur équipe après l'avoir drafté au final 2 fois. Donc au bout d'un moment quand même, il serait peut-être temps. Bref, énorme acquisition, parce que voilà, Gilmore, à la fin de la BA, il est considéré comme le 2e meilleur joueur de l'histoire de cette ligue, derrière Julius Erving, et devant des mecs comme George Gervin par exemple. Donc grosse acquisition, et puis pivot d'envergure, voilà, franchement, énorme, comment dire, énorme réputation défensive, excellent athlète qui, malgré ses plus de 2,18 m, voilà, il court dans tous les sens, il va se replacer de l'autre côté, il va contrer tout ce qu'il peut trouver. Vraiment une super acquisition de la part des Bulls. Malgré tout, le début de saison est pas extra. Il faut attendre en fait l'arrivée, petit à petit, l'adaptation du rookie Scott May, parce que donc c'est le joueur qu'ils ont drafté assez haut avec leur pic de draft, vu qu'avec 24 victoires, tu draftes assez haut. Ils ont récupéré cet intérieur qui est une star universitaire, mais qui a des problèmes de mononucléose au début, donc il rate toute la pré-saison, il n'est pas vraiment en forme, etc. Donc c'est un petit peu compliqué pour lui. Et puis en plus, pendant qu'il n'est pas là, les Bulls se débarrassent de Bob Love. Alors ça aussi, Bob Love se fait une blessure pendant un entraînement, il se blesse au dos et au genou, et il a du mal à s'en remettre, et les Bulls décident allez, donc ils le tradent au New York Nets vers la fin novembre. Donc là, ça fait encore un joueur emblématique des Bulls des années précédentes qui s'en va. Et d'ailleurs, donc petite parenthèse, je vais vous mettre la bio que j'ai écrit sur Bob Love, je vais la mettre sur le site, donc je vous mettrai le lien, etc. Parce que j'ai commencé à mettre des bios de joueurs, et je vous mettrai au fur et à mesure des vidéos, des bios des joueurs de l'époque de laquelle je parle. Donc j'ai déjà mis Jerry Sloan, Tom Bowerickel, Chet Walker. Je vais mettre Bob Love. Je vais mettre Norm Vanlier prochainement aussi.
Artis Gilmore, ça viendra plus tard, etc. Mais Bob Love, franchement, si, je ne vais pas vous dire si vous devez en lire qu'une, lisez Bob Love, parce que non, j'en ai 18 des bios, donc il faut les lire. Mais c'est quand même une histoire assez incroyable qu'a eu Bob Love. Euh, Ce mec qui a toujours été super discret, parce que c'est un mec qui, depuis qu'il est tout petit, il bégaye, comme, tu vois, il n'arrive pas à aligner deux mots sans bégayer, mais fort, tu vois, donc du coup ça le rendait très timide, il s'exprimait très peu. C'est quand même, à la fin de sa carrière NBA, il s'est retrouvé à Seattle pour son dernier contrat NBA. Et une fois qu'il a arrêté sa carrière, il bossait dans un pauvre Starbucks à Seattle. Il nettoyait des tables pour arrondir les fins de mois. Il tournait à 4 dollars de l'heure comme salaire. Parce que voilà, comme il s'exprimait très mal et qu'il était très timide, tu vois, il faisait un truc voilà, où voilà, il n'avait pas besoin de parler avec grand monde, machin. Et il y a eu beaucoup d'histoires comme ça à l'époque où les clients du Starbucks, ils rentraient, ils reconnaissaient Bob Love. Et puis tu sais, ils disaient, eh mais c'est pas Bob Love, le mec qui mettait plein de... Non, bah non, ça peut pas être lui. Qu'est-ce qu'il foutrait en train de bosser dans un Starbucks? Le mec, il a dû gagner je sais pas combien dans sa carrière. Et lui, il entend tout ça, tu vois, et puis Et puis au bout d'un moment, il y a son manager qui lui offre des cours pour apprendre à améliorer sa diction, tu vois, pour apprendre à parler un peu plus, tu vois, à vaincre son bégaiement, quoi. Et ça marche. Tu vois, une fois que son patron lui paye ses séances, Bob Love arrive à parler, à enchaîner, à prendre confiance, et il se met à enchaîner les phrases, au point que quelques années plus tard, et encore maintenant, il est ambassadeur des Chicago Bulls maintenant. Ça fait depuis des années et des années et des années que Bob Love, maintenant, il est ambassadeur des Chicago Bulls, il intervient dans des séminaires, dans des camps d'été pour le basket, mais pas que. Il intervient dans les entreprises, il fait des grands speeches et tout. Et voilà, c'est quand même une histoire assez invraisemblable d'un mec qui a passé la moitié de sa vie à bégayer et pas être capable d'aligner deux mots et qui ensuite est devenu un mec qui intervient voilà, dans les usines, dans les entreprises, dans les bureaux voilà, pour parler de ce que c'est le travail d'équipe, etc. C'est quand même un truc assez invraisemblable. Donc ouais, si vous pouvez voir, enfin, si vous pouvez voir, une fois que je l'aurai mis en ligne très prochainement, allez lire l'histoire de Bob Love parce que c'est quand même assez invraisemblable comme histoire. Parce que là, oui, je donne pas tous les détails non plus, hein. Enfin bref, vous irez voir ça, c'est quand même assez savoureux. Donc voilà, Bob Love. Bob Love qui est malheureusement envoyé à New York. Euh, Scott May, donc voilà, faut attendre un petit peu que lui prenne ses marques dans la NBA, parce que c'est quand même un intérieur solide, un bon scoreur, etc. Il y a l'éclosion aussi de Mickey Johnson, donc le fameux rookie natif de Chicago. Déjà sur la fin de saison précédente, bon, comme les Bulls n'avaient plus rien à jouer, il lui filait beaucoup plus de temps de jeu en se disant, bon, c'est un joueur local, si ça peut faire venir un peu de monde à la salle, de voir un local tu vois, qui performe, qui fait des bonnes stats, etc., pourquoi pas. Et donc lui, il se fait plaisir à enchaîner les paniers, c'est un bon scoreur près du cercle, etc. C'est un joueur solide qui prend des rebonds, d'ailleurs il va signer quelques triples-doubles par-ci par-là, pas vilain du tout. Et il va s'affirmer petit à petit, aux côtés de Gilmore en poste 5, vu que maintenant que Bob Love est parti, Mickey Johnson a pris le poste 4, Scott May devient le poste 3. Et puis l'ensemble va commencer à petit prendre ses aises et enchaîner quelques victoires. Alors au moment du All-Star Game, les Bulls, bon, bah, ils sont à la rue, 23 victoires, 32 défaites, ils sont quand même distancés pour la course au playoff. Mais derrière ça, une fois que tout le monde est vraiment en forme et, et arrive à jouer de manière collective avec les autres, ça va décoller d'un coup. Les Bulls vont revenir du All-Star Game et cartonner tout le reste de la ligue. Ils vont signer 21 victoires et 6 défaites après le All-Star Game et ils vont arracher une qualif inespérée en playoff. Euh, Pratiquement sur les derniers matchs. Ils se retrouvent 6ème de la conférence Ouest et donc se qualifient avec un bilan final. Euh, pardon. Je sais même plus le bilan final, mais enfin en tout cas ça suffit aux Bulls pour se qualifier en playoff. Et affronter Portland euh, avec la 6ème place de l'Ouest. Parce qu'à l'époque, donc il y a des nouveaux formats pour les playoffs, 6 équipes qualifiées par conférence. Le premier et le deuxième ne jouent pas le premier tour.
le troisième affronte le sixième et le quatrième affronte le cinquième. Donc Chicago, sixième, affronte Portland, troisième. Et donc, dans cette équipe de Portland, on retrouve le fameux Maurice Lucas dont on parlait au début. Et Maurice Lucas, apparemment, il voulait pas venir aux Bulls à l'époque parce ça lui plaisait pas comme franchise. Et apparemment, ouais, ça lui plaît vraiment pas parce qu'au premier match, donc, il marque 29 points, 14 sur 17 au tir et puis dès qu'il peut, tu vois, faire mal aux Bulls, il fait mal aux Bulls. Victoire de Portland au premier match. Au retour à Chicago, alors en plus, c'est une série qui se joue avec la première équipe qui gagne 2 matchs, passe au tour suivant. Donc c'est des séries très rapides. Donc match 2 à Chicago. Et un peu avant la mi-temps, il y a une espèce de bagarre générale et Maurice Lucas il va mettre une pêche à un assistant. Il sera jamais sanctionné. Bon, bah, ma foi, pourquoi pas. Toujours est-il que ça va un petit peu réveiller les Bulls qui vont se dire oh, on va pas se faire taper comme ça chez nous sans réagir. Donc ils finissent par remporter ce match 2 avec Mickey Johnson qui met 29 points, avec Artis Gilmore qui met 27 points, 11 rebonds, 5 contre. Donc la série repart à Portland pour le match décisif, puisque ben voilà, une victoire chacun et le vainqueur de ce match-là va au tour suivant. Et malheureusement, c'est Portland qui s'impose dans ce match 3 et sur les Bulls. Mais bon, après, c'est vrai que pour les Bulls, c'était presque inespéré de se qualifier en playoff. Au moment du All-Star Game, ils étaient loin, loin. Et donc, du coup, cette qualification in extremis, ça permet de faire passer la saison comme une saison réussie au final, même si pendant longtemps ça a été galère. Mais voilà, la dynamique de la fin de saison donne un petit peu d'espoir pour la suite. Tandis que Portland, première fois qu'ils participent au playoff et ils vont finir champion NBA. Donc, ma foi, avec Bill Walton, etc. Donc, bref. Et donc, le fameux Maurice Lucas. Et puis, donc, saison suivante, les Bulls se disent on va essayer de construire sur la dynamique de cette fin de saison intéressante. Donc, on va quand même voilà, essayer de grimper un petit peu, faire grimper tout ça. Et il y a quelques victoires vraiment encourageante dès le début de saison avec beaucoup de, de victoires où tu as souvent 4, 5, 6 joueurs de l'équipe qui marquent au moins 10 points. Tu vois, il n'y a pas Gilmore qui en marque 35 et puis les autres qui regardent. Non, c'est vachement plus équilibré que ça. Norm Van Leer est encore excellent à la main de toute façon. D'ailleurs, il sera All-Star cette saison-là une fois de plus. Euh, L'équipe tombe plutôt bien. Voilà, il n'y a pas une méga star, même si Gilmore sort forcément du lot par sa défense, etc. Mais offensivement, la balle est bien, bien partagée. Mickey Johnson, Scott May, tout ça. Le problème, c'est que Scott May va se donner une grosse blessure à une jambe. Et à partir de ce moment-là, les Bulls vont s'effondrer. Euh, Au moment où il se blesse, les Bulls, c'était un petit peu après le All-Star Game, étaient dans un bilan positif, étaient plutôt sereins, encore en lutte pour les playoffs. Ils se disent, bon, l'an dernier, il a fallu sortir une grosse fin de saison, mais cette fois-ci, on a mieux débuté, donc on est plutôt bien dans la course. Mais au final, avec cette blessure-là et puis d'autres, les Bulls vont finir par abdiquer tout simplement, parce que voilà, Tom Borwinkle aussi va mettre fin à sa carrière à ce moment-là. Il va se blesser en novembre et puis au mois de décembre, il voit que ça va être trop long pour lui de revenir et puis il n'a plus la motive. Donc du coup, il décide de mettre un terme lui aussi à sa carrière euh, courant de la saison. Donc voilà, décembre, janvier. Donc entre cette blessure-là et la blessure de Scott May, c'est vrai que les Bulls vont avoir du mal ensuite à vraiment enchaîner. Il y aura une série de 7 victoires, 7 défaites en 9 matchs. Enfin bref, ils vont chuter petit à petit au classement. Mais il y a encore quand même un petit espoir sur les derniers matchs. Ils sont à la lutte avec Milwaukee pour arracher le dernier spot qualificatif, mais Milwaukee va rien lâcher. Et du coup, Chicago, malgré 40 victoires, 42 défaites, ce qui est un bilan bon, pas extraordinaire, mais respectable, va finir par louper les playoffs voilà, pour 2 victoires, quoi. Deux pauvres victoires. Donc, et derrière ça, Ed Badger va se faire virer. Et voilà, malgré, euh, malgré quand même un, un Chicago Stadium qui a alterné des passages où il n'y avait pas grand monde dans la salle et d'autres passages où c'était vraiment plein, genre le run de la saison précédente, ça a fait venir beaucoup de monde à la salle. Et puis là, cette saison-là où c'était plus compliqué, bon, il y a eu moins de monde. Et
malgré tout. Et pourtant, voilà, c'est la première salle NBA où, où il y a de la musique pour les intros des joueurs, où ils mettent de la musique. C'est à cette époque-là que ça commence à se mettre en place, tout ça. Mais voilà, ça, le public vient vraiment en fonction des résultats de l'équipe plus que vraiment par amour de la franchise, quoi. Donc, euh, ça reste encore un petit peu en dents de scie, vu que voilà, les Bulls viennent d'enchaîner euh, les playoffs contre Portland, un premier tour, puis là, il manque la qualification de playoffs pour pas grand-chose, donc au final, c'est vrai que c'est encore un petit peu compliqué à ce niveau-là pour les Bulls, et puis là, c'est vrai, cette, cette non-qualification en playoff et le départ d'Ed Badger qui était coach, ça marque la fin d'une époque, parce que c'était la dernière saison de Bourwinkle. Avant ça, bah, Bob Love, Chet Walker, Jerry Sloan, tous sont tous partis. Il reste plus que Norm Van Leer qui était garant, voilà, qui était là pour marquer la, la génération précédente. Donc ça fait un peu fin d'une époque. Et comme ça fait une vidéo très très longue, ça va faire fin de la vidéo aussi. On se retrouve prochainement pour parler de la suite. Euh, mais voilà, c'est vrai qu'à ce moment-là de l'histoire des Bulls, on est encore. Il y a quand même quelques incertitudes sur ce que va devenir la franchise. Donc on aura le temps d'en discuter prochainement. Là, ça fait déjà très long. Donc voilà, comme d'habitude, hein, les likes, les commentaires, etc. Si vous avez des questions. Et puis bah, on continue de suivre tout ça, de poster tout ça. Donc voilà, comme je disais, je vais poster également les bios et puis des récaps saison par saison. Donc voilà, suivez dans le lien, dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien vers le site, comme je le fais à chaque fois. Et voilà, sur le site, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Donc voilà, fin de cette vidéo. Continuez de bien appliquer les consignes, restez chez vous. Voilà. Et puis nous, on continue de faire des vidéos et puis on continue de discuter de tout ça entre nous. Allez, à très bientôt, et go Bulls.